Bah voilà, c'est notre deuxième session. Alors, j'ai compris. De notre deuxième session d'enrichissement des données donc, sur le web. Donc, effectivement, hier, on a eu l'occasion déjà d'enrichir une première partie des données qui ont été téléversées donc, sur Wikidata. Donc, comme je l'expliquais, il y a un an de ça, on a pris contact donc avec Capacoa. Puis on a lancé un partenariat en participant justement à leur projet Un avenir numérique lié. À l'époque, on participait aux ateliers avec le milieu du théâtre. Et puis en fait, pour cette année, on a souhaité proposer un atelier spécifiquement dédié au milieu de la danse. Donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour justement bonifier, prendre le temps de se réapproprier ces données justement sur la danse et le secteur. Donc, je salue Frédéric qui est là aussi, Véronique de l'agence de la Cogency qui, du coup, nous a aidés pour organiser cet atelier. Donc, voilà, aujourd'hui, on va se consacrer cette fois-ci aux compagnies de danse, donc à tout l'enrichissement justement des productions aussi en œuvre, enfin des productions des œuvres, etc. Donc, je vais vous laisser justement avec Simon qu'on voit dans son beau garage, Oui, c'est ça. qui va être notre animateur donc, pour cette session. Simon est vraiment super calé, comme je le disais, dans Wikidata. Donc, il va pouvoir répondre à toutes nos questions. N'hésitez surtout pas. Et puis, voilà, moi, je vous souhaite un très bon atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à lever la main. On sera un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc un très, très bon atelier. Merci beaucoup, Si vous avez Aurélie. des questions. Alors, je suis content de revoir certains visages et d'en découvrir d'autres. Bonjour tout le monde, Simon Villeneuve, à votre service aujourd'hui. Dans cette formation, on va vous donner dans un premier temps quelques indications, un peu comme hier pour les personnes qui étaient là, on va vous donner quelques indications générales. Mais l'atelier a surtout comme objectif de vous accompagner à la contribution et de répondre à vos éventuelles questions, interrogations ou commentaires durant la période de temps qui nous est allouée. Moi, ma formation, c'est plus du côté scientifique qu'artistique. Alors, c'est sûr que je risque de vous interpeller à plusieurs reprises quand on va faire des contributions, parce que c'est un domaine quand même qui m'est... C'est vous les experts, finalement, et les experts dans ce domaine-là. Moi, je suis plus expert dans la poutine interne, si on veut, de l'outil. Puis, en plus, on entre dans un domaine où, donc, les manières de faire se développent encore. Donc, hier, on a traité plus des êtres humains. Puis les êtres humains, on commence à avoir des habitudes et des manières de faire assez précises. Mais dans le domaine des compagnies, c'est un petit peu moins débroussaillé et encore moins dans le domaine des productions artistiques. Alors, vous allez voir c'est quoi qui nous guide un peu là-dedans quand on veut entrer des informations sur ces sujets-là. Alors, sans plus attendre, je nous ramène tranquillement à un partage d'écran sur Wikidata. Donc, j'invite aussi encore une fois Véronique et Frédéric à ne pas hésiter à intervenir. Je trouve qu'ils complètent toujours très bien, voire même apportent des précisions très bonnes là, au contenu que j'expose. Tout le monde voit bien la page Bienvenue sur Wikidata à l'écran? Juste pour oui, OK, merci. Alors, juste avant qu'on commence, question de revenir rapidement pour les personnes qui étaient là hier. Je vous ai montré vite durant l'atelier, une fois que vous êtes connecté à votre compte utilisatrice ou utilisateur, vous avez accès à des nouveaux onglets qui apparaissent en haut à droite de la page. Moi, mon compte ici s'appelle Regebex. C'est un des comptes que j'utilise pour donner des formations. Je ne prends pas mon compte personnel parce que j'ai fait des modifications qui changent beaucoup l'interface, alors que l'objectif durant cet atelier, c'est de montrer à quel outil vous avez accès de base lorsque vous vous inscrivez. Alors, si je m'en vais dans mon onglet ici, avec le petit personnage en pictogramme, j'ai accès aux préférences. Et dans les préférences, bon, vous pouvez jouer sur le fuseau horaire, vous pouvez jouer sur plein de choses.
Et ce que vous pouvez activer aussi, c'est certains gadgets qui vont faciliter vos contributions à Wikidata. Hier, on a montré le gadget Merge ici, donc qui est un gadget qui vous permet de fusionner des doublons très facilement à l'aide d'un seul clic dans un onglet. Ce que j'aimerais vous montrer aussi comme autre outil rapidement, le premier, c'est MoveClaim. Donc, MoveClaim, c'est un outil qui nous permet de déplacer ou copier une déclaration d'une entité vers une autre. Alors, supposons que vous avez une compagnie de danse et plusieurs danseurs ou danseuses qui s'y produisent et dont vous voulez développer les éléments Wikidata. Ben, supposons que vous avez une entrée sur l'un des éléments et que vous voulez la copier sur les autres éléments plutôt que de les rentrer à la main. Vous pouvez utiliser cet outil-là. Ça fait très bien. Un autre outil que je vais vous inviter à activer, c'est ce qu'on appelle le Purge Tab ici. Donc, quand on clique sur Purge Tab, puis après ça qu'on enregistre les préférences, vous avez un nouvel onglet qui va apparaître en haut à droite ici, qui s'appelle Purger. Alors, cet onglet-là, à quoi il sert? Il sert à purger la page, c'est-à-dire que des fois, on va entrer des informations sur un élément Wikidata, puis il ne va pas se mettre à jour automatiquement pour diverses raisons là, qui sont complexes à expliquer pour rien ici. Mais dans ce temps-là, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur Purger et là, l'élément va se mettre automatiquement à jour. Donc, c'est pour l'instant, là, vous n'en voyez peut-être pas l'utilité, mais éventuellement, si vous ajoutez des choses et que vous voyez que l'élément ne s'actualise pas assez vite à votre goût, ben, vous allez trouver ça utile. Sinon, je nous ramène tranquillement au sujet qui nous intéresse, donc les articles liés au regroupement québécois de la danse. Hier, on avait regardé un peu les êtres humains. Là, j'ai fait une requête pour aller chercher tout sauf les êtres humains qui sont liés au RQD. Alors, on voit ici toutes les organisations, compagnies de danse qui sont liées au Réseau québécois de la danse. Et ce que je vous proposerais dans un premier temps, c'est de faire un exemple avec un de ces organismes-là, montrer quelques propriétés qu'on peut ajouter. Et ensuite, on pourrait faire une création d'une production qu'on m'a présélectionnée et conseillée, puis de voir comment on peut la lier avec les différents artisans qu'on y retrouve. Alors, c'est la première fois là, que je me tourne vers vous pour avoir votre avis. Donc, j'aimerais ça que vous me trouviez quelle entrée ici on pourrait aller voir qui vous intéresserait ou pour laquelle vous êtes curieux ou curieuse. À l'intérieur de cette liste-là, y a-t-il des noms que vous reconnaissez, des noms de compagnies qui vous concernent vous-même? On pourra aller voir ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'information qui s'y trouve. Alors, des volontaires? Pas tout en même temps quand même, s'il vous plaît. Bon, DLD alors. Ah, OK, DLD. Comment vous l'écrivez? C'est un acronyme, DLD, puis l'éveillé danse. DLD, Daniel Léveillé danse. Parfait. Donc, on voit le numéro de l'élément ici. On va cliquer dessus. Alors, ce qu'on voit, merci pour la suggestion, Jean-Christophe. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un titre, l'élément, on a le titre en français ici, puis on a une description en français et en anglais. Donc, organisation dans le domaine de la danse, Canadian Dance Company. On pourrait aller mettre comme alias tout simplement DLD pour que, éventuellement, si on fasse une recherche, qu'il soit dans les résultats de recherche. Puis on pourrait marquer aussi Daniel. Parce qu'effectivement, il n'est pas trouvable dans l'engin de recherche pour l'instant. Alors, si on purge notre élément ici, normalement, si j'écris DLD ici, ben là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de DLD, mais si je tape seulement Daniel les... Ben, il va être dans le plus. Je l'ai trouvé dans le plus, en fait. Oui, ben, parfait. Donc, voilà, on vous rappelle qu'ajouter des alias, plus vous en avez, plus ça aide à retrouver finalement le bon élément. Alors, on voit qu'on a compagnie de danse et organisation avec des références, toujours des références ici. Ensuite, on a personne clé. Alors, pourquoi qu'on a mis personne clé?
c'est parce que c'est une propriété générale qui permet de lier les artisans sans être trop spécifique. Donc, dans les données qu'on avait du RQD, il y avait beaucoup de fonctions qui étaient rattachées à chaque personne, mais c'était difficile de lier ensuite ces fonctions-là aux organismes précisément. Là. Donc, Frédéric Gravel, quelle position occupe-t-il dans cette organisation ou que fait-il précisément dans cette organisation? Jean-Christophe, j'imagine que je me permets de te Directeur tutoyer. artistique. C'est Oui. le directeur artistique? D'accord. Alors, vous voyez, quand j'ai activé le gadget Move Claim dans mes gadgets, eh bien, j'ai un petit cercle vert qui est apparu ici. Alors là, plutôt que de l'avoir dans personne clé, je vais déplacer ça dans directeur artistique. Alors, ici, je tape directeur ou directrice de thèse, non. Directeur de la photographie, non. Alors, probablement qu'il va falloir que je tape voilà. Directeur artistique ou directeur ou directrice artistique. Une organisation, donc c'est celui-là, oui. Oui, exactement, pour une organisation et non une œuvre. Alors, si on regarde, on voit dans l'adresse en bas que cette propriété-là, son numéro, c'est 8938. Vous le voyez en bas à gauche? Et il est surligné il apparaît ici, là, quand je me place ici. Là. Alors, 8938, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller sur Frédéric Gravel, je vais cliquer là-dessus. Ça dit vers un autre élément? Non, on va aller vers le même élément. P 8938, j'avais dit. Hein? Puis, on déplace l'affirmation. Bingo, l'affirmation a été déplacée. Nous n'avons plus une personne clé, mais nous avons un directeur ou directrice artistique désormais à l'intérieur de cette organisation-là. Vous auriez pu le rentrer manuellement aussi et supprimer manuellement dans personne clé, ou vous auriez pu le laisser aussi à l'intérieur de personne clé. Moi, je suis plutôt, je pense que ça vaut la peine qu'on se fasse une petite pause de partage d'écran pour que vous me voyez full screen. Donc, moi, je suis plus partisan de la redondance ou du doublon d'informations, mais je sais que ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Donc, c'est à votre guise là-dessus. Là. Moi, je préfère que l'information apparaisse 2 fois à des endroits différents. Comme ça, les personnes qui ont des manières de réfléchir différentes vont pouvoir y avoir accès. S'il y a des personnes qui veulent aller chercher les personnes clés ou aller chercher les directeurs ou directrices artistiques. Mais encore une fois, ça, c'est relativement mineur comme approche, si on peut le dire. Alors voilà, donc... J'ai mis dans le chat un lien vers un article de la presse qui annonce que Frédéric Gravel sera le nouveau directeur artistique de Daniel Léveillé-Danse à compter de... l'article ne précise pas la date de son entrée en fonction, mais l'article date de septembre 2018. Donc, ça nous permettrait de qualifier le début de l'entrée en fonction de Frédéric Gravel et c'est pertinent de le faire parce que un organisme, au fil de son histoire, va avoir normalement plusieurs directions artistiques. Donc, c'est important de le qualifier avec une date de début et de fin. Donc, on pourrait aller ajouter cette information-là à la déclaration sur Frédéric Gravel. Comme vous voyez, je suis chanceux. J'ai des collègues très efficaces avec moi. Donc, non seulement on peut ajouter des dates de début et de fin, mais on peut même ajouter une référence. On vous disait hier que plus on a des références variées et externes, plus on solidifie, si on veut, l'information et la pertinence de notre élément. Surtout que là, la seule référence qu'on avait, c'était le répertoire. Donc, c'est un site corporatif. Alors qu'ici, la presse, c'est ce qu'on appelle une source secondaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est lié à l'organisme. Donc, on va mettre la date de consultation ici. Donc, la date de consultation, c'est le 17 2022. Et on ajoute cette information-là. Maintenant, pour faire ce que Frédéric nous suggérait, on ajoute un qualificatif. C'est une information supplémentaire qu'on lie à une propriété dans un élément. Et on va marquer date de début ici. On pourrait marquer soit 2018. Je n'ai pas lu l'article, Frédéric, donc est-ce qu'il dit... L'article ne précise pas sa date d'entrée en fonction, mais on peut présumer que c'était en 2018. OK. Ou sinon, vous allez à la décennie, comme ça ici.
Alors, on est pas mal sûr que si ce n'est pas été en 2018, ça s'est passé avant 2020, mais après 2010, là, vu que c'est en 2018 que ça a été annoncé. Ben, c'est au plus tôt en 2018, si l'article c'est vraiment pour annoncer le changement à la direction. Donc, la prise en charge s'est faite soit en 2018 ou en 2019. Je pense qu'il n'y a pas trop de risque à mettre 2018 comme valeur selon la teneur de l'article. D'accord. Donc, on a une propriété au plus tôt et au plus tard qu'on peut ajouter. Donc, là, c'est juste qu'elle ne sort pas dans mes propriétés. Donc, date de début, non, c'est vrai que c'est quand on est dans les dates qu'on peut faire ça. OK. Alors, je vais accepter l'argumentation de Frédéric Emmett. Pas les années 2010, Simon, mais 2018. C'est entré. Alors, vous voyez, on peut ajouter plein de choses comme ça. On voit qu'il y a un seul identifiant externe pour cette compagnie-là, mais elle a aussi quand même un site web ici. On voit que le site web, il est disponible en français ou en anglais, mais que l'accueil se fait en français. Non, je pourrais rajouter la langue, mais je vais plutôt aller me concentrer sur les autres liens externes qu'on pourrait rajouter. Alors, vous voyez, quand vous êtes sur un site externe ou un site corporatif comme ça, vous avez souvent des liens vers Facebook, Instagram, Twitter ou Vimeo. Donc, ces liens-là, c'est des identifiants externes que vous pouvez ajouter sans problème à Wikidata. Donc, on va aller chercher l'identifiant Facebook. On va aller mettre ici, ajouter une déclaration. On tape Facebook et on ajoute l'identifiant Facebook ici. Ensuite, on va aller chercher l'identifiant Instagram. Des fois, c'est le même, mais des fois, c'est pas le même, comme vous devez le savoir sans doute. Donc, on ajoute ici Instagram. Alors, comme on vous disait un petit peu en substance hier, plus vous ajoutez, plus vous liez les informations, bien, plus l'Internet va être capable d'aller les chercher et de les exposer à des personnes qui recherchent ou pas votre organisation. Donc, ici, on a dit Twitter. On ajoute ça ici. Et finalement, Vimeo, DLD Danse. On va chercher ça ici. Et on ajoute ici. Identifiant. Voilà, donc tout ça a été rajouté. Alors, je n'en fais pas plus. Je pense que vous avez saisi pas mal le principe ou le fonctionnement de la chose. Et je vais nous amener tranquillement vers une zone un petit peu plus, moins développée de Wikidata, si vous voulez, qui est la création d'une production artistique. Alors ici, on me dit qu'on pourrait traiter la production Luminescence, ici de la compagnie Umoja. Donc, dans cette production-là, on m'a également souligné qu'il y avait une artisane qui y travaillait, qui est Cheryl Abessolo. Donc, on va regarder comment on peut lier tout ça ensemble sur Wikidata. D'abord, on va sélectionner le nom Luminescence ici. On va copier ça, puis on va aller voir si on a déjà un élément sur cette production-là. Luminescence, est-ce que Luminescence est l'album de Kate Jarrett? Je ne crois pas. Donc, pas de résultat pour Luminescence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement un nouvel élément. On me l'offre ici, mais je peux aussi aller cliquer, je vous le rappelle, dans la colonne de gauche, créer un nouvel élément. Alors, on va entrer le nom ici, Luminescence. Puis ici, on va marquer qu'est-ce que c'est. Donc, spectacle, ou plutôt chorégraphie de la compagnie Umoja, sortie en... Et même pas sorti encore, c'est ça? Non, sur le 26 novembre. Ouais, OK. Alors, on va marquer ça ici. Donc, chorégraphie. Compagnie.
besoin d'aller l'actualiser par la suite. Alors voilà, on a créé un nouvel élément. Maintenant, si on ne veut pas qu'il soit supprimé, il faut mettre des informations le plus possible sur ces dessus. Alors, quand on clique sur Ajouter une déclaration, comme d'habitude, on se fait suggérer des choses. Et les deux premières choses qu'on vous suggère, c'est est-ce que c'est une nature de l'élément ou une sous-classe? Alors, je marque chorégraphie. C'est une composition chorégraphique? Non, composition chorégraphique, plutôt une chorégraphie, je crois. Mettre une production, production des arts de la scène, ce serait la valeur la plus appropriée parce que la chorégraphie en soi est une œuvre et alors que la production, c'est quelque chose qui découle de l'œuvre. Conceptuellement, ce sont deux choses distinctes. Ici, on décrirait la production. Parfait. Merci, Frédéric. Alors, j'ai mis les deux ici. Comme ça, l'information est présente. Oui. Date de la première représentation, 26 novembre 2022. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le lien qu'on avait tout à l'heure là-dessus pour l'ajouter en référence sur l'élément. Alors, on n'oublie pas que les références, on clique sur « Ajouter une référence ». On marque URL, URL de la référence, et on se met une petite date de consultation. Dire quand est-ce qu'on est allé chercher l'information. Alors là, ici, ça dit, normalement, ça doit être dans le passé. Mais là, c'est pas grave. Ça le deviendra dans 11 jours. Dans une semaine. Dans 9 jours, oui. C'est ça. Exact. On me propose genre artistique. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est de la danse. Quelle sous-classe de danse que c'est? Interprète afro-descendant, danse africaine et caribéenne. Donc, danse africaine, ici, et danse caribéenne. Oh, ou peut-être Caribbean dance? Alors, vous voyez, ça, c'est toujours excitant quand on est sur les wikis, quand on tombe sur quelque chose d'inexistant. Alors, j'espère que parmi vous, il y aura peut-être quelqu'un ou quelqu'une qui pourra nous créer un élément sur les danses caribéennes. Parce que là, je donne une formation, je ne peux pas m'y mettre. Mais si ça avait été, si ça avait été hors formation, ça ne serait pas resté rouge longtemps. Je vais essayer de me mettre là-dessus. Ah, t'es fin. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas mis 2 R ici. Caribbean Dance, non? En tout cas, assurez-vous de faire une petite recherche parce que j'ai de la misère, j'ai peine à croire qu'il n'y a pas d'entrée pour les danses caribéennes. Alors, quelle est la société de production? On m'a dit tantôt que c'était la compagnie Umoja. On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de Umoja? Un village kenyan? Un album de bluff? Un film? Un village indonésien? Un US Musical Group? Non. L'Union des républiques socialistes soviétiques? Ah ouais, ça, Umoja. Va Kizofite. Oh là là. Union européenne? Non, non, non. Donc, Véronique, vu que tu me l'as suggéré, est-ce que Umoja a une entrée? C'est ce que je suis en train de... Non, il n'y a pas d'entrée. En fait, je suis en train de regarder s'ils ont un site web. En fait, on va directement sur le site du conservatoire. C'est le Théâtre Rouge du conservatoire, en fait, qui fait cette... Mais la compagnie n'a pas d'existence. Alors, vous voyez qu'éventuellement, ça aussi, ça pourrait être créé. Par contre, pourquoi en fait on l'a trouvé, entre guillemets, cet événement-là? C'est parce qu'en fait, la chorégraphe, une des chorégraphes, est membre aussi du RQD et qui est Abessolo, qui est Cheryl Abessolo, en fait, qui est associée à cette création. Voilà, donc c'était mon étape suivante. Alors, j'ai commencé à taper interprète, puis là, ce que le moteur me propose, c'est distribution, interprète, rôle. Donc, ici, est-ce qu'elle fait partie d'une... Est-ce qu'elle a scénarisé ou est-ce qu'elle participe au spectacle, Véronique? Je vais te dire ça tout de suite. Alors, Umoja Dance Company,
existe. Je regarde ça tout de suite. Ou sinon, quand vous n'avez pas, à défaut d'avoir l'information tout de suite, qu'est-ce que vous ajoutez? Je vous le mets dans le mille. Personne clé. Alors, on s'en va chercher Cheryl. On copie son numéro d'élément ou son nom. Là, les deux devraient nous mener à la même place. Et on met ça ici. Cheryl Abessolo. Voilà. J'ai Donc, ici un autre site qui précise qu'elle est bien la chorégraphe. Oui, Elle est OK. peut-être aussi interprète, mais J'ai elle est la chorégraphe. Le site le précise. chorégraphe et elle est aussi interprète dans la pièce. J'ai la Vous êtes confirmation en gentil. live. Merci, merci. Alors, on va l'ajouter partout parce que, comme vous le savez depuis maintenant 10 minutes, vous avez un formateur qui est adepte de la redondance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde chorégraphe. Donc, le numéro, c'est 1809 et interprète. Alors, 1809 et 175. Alors, on va aller directement là-dessus, vers le même élément, 1809. Et là, cette fois, au lieu de déplacer, on va copier. Et là, ici, on va mettre après ça 175. 175 et on va copier aussi. Alors, si j'actualise l'élément, ben là, on voit que Mme Abessolo apparaît à 3 en 3, personne clé, interprète et chorégraphe. Je pourrais peut-être enlever personne clé maintenant, vu qu'on a quand même plus de détails, ou le laisser, peu importe. Ce sera décidé par la suite. À quel endroit que ça se produit, cette histoire-là? Conservatoire de musique de Montréal, le 26 novembre à 19h. C'est au Théâtre Rouge du Conservatoire. On va vérifier si on a une salle Théâtre Rouge. Hey, vous ne me ferez pas croire que sur 100 millions d'éléments, il n'y a rien qui s'appelle Théâtre Rouge. Je suis sûr de tomber sur 1 million de Théâtre Rouge, on ne dirait pas. Alors, on va y aller avec quelque chose de plus vaste, mais qui est tout aussi vrai. Conservatoire de musique de Montréal. De Montreuil, non. Du Québec à Montréal. On dirait bien. Une chance que je l'avais dans les alias, à moins que, on a un petit doute. Il y a aussi peut-être une propriété plus précise. Je crois qu'il y a une propriété lieu de la première représentation qui existe. Je vais faire une vérification là-dessus. Oui, il a raison. Voilà. Alors, conservatoire de Montréal. De Montreuil, non, de Montréal. Merveilleux. Voilà. Donc, je pense que ça fait le tour. Puis cette fois-là, je n'ai débordé que de 10 minutes et que je ne suis pas pire. Alors, plus que 4 formations et on va faire 120 minutes. Entre-temps, moi, j'ai entrepris de faire une vérification, savoir s'il y avait un type de danse qui pourrait correspondre aux danses caribéennes, mais on a 2904 types de danses qui sont répertoriés dans Wikidata. Donc, de faire le tour de la liste me prendrait un peu trop de temps. Ah bon? 2900 types de danse. Aïe, aïe, aïe. Et là. C'est précis, hein? C'est un peu ce qu'on soulignait. Wikidata a fêté ses 10 ans en octobre dernier, le mois dernier. Puis on soulignait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations, mais beaucoup de ménage à faire aussi. Donc, c'est très intéressant, mais des fois, pour trouver l'info, c'est plus difficile. Ça dépend des domaines, ça dépend de plein de choses. Mais bon, enfin. Alors, est-ce qu'il y a, avant que je vous lance déchaîné, peut-être qu'on voulait regarder pour les photos ou les images, y a-t-il quelqu'un qui a amené une image à mettre sous licence libre qu'on pourrait mettre sous licence libre? Je me permets de faire un partage d'écran juste 2 petites secondes pour Oui. vous montrer à quel point, des fois, la découvrabilité du spectacle, elle est laborieuse. Ici, on sait que le spectacle s'en vient, mais même en faisant la recherche sur Google, parce qu'il manque d'éléments favorisant la découvrabilité, on n'arrive pas à trouver le spectacle. Il a fallu faire une seconde recherche sur la compagnie Umoja pour pouvoir arriver à cette page-ci du conservatoire qui annonçait le spectacle. À quel point, donc ça montre à quel point c'est pas gagné la découvrabilité du spectacle.
Merci, Frédéric. Alors, en attendant que quelqu'un se lance pour l'image, je vais vous montrer mon ajout d'image ce matin. Et pour quelques minutes, vous embarquez dans mon univers plutôt que le vôtre. Alors, ce matin, je me suis dit, non, mais comment ça se fait que la nouvelle image prise par le télescope spatial James Webb n'est pas en ligne sur Wikidata, vu que la NASA crée des fichiers du domaine public qui peuvent être réutilisés par tout le monde, y compris Wikidata. Alors, j'ai dit, OK, on va aller voir ça. Là, j'ai voulu trouver l'élément Wikidata qui lui est dédié. Et je suis allé sur Wikimedia Commons pour ajouter le fichier haute résolution qu'a pris la NASA. Donc, c'est une image de pas moins de 29,93 MB. Je dois vous dire que je pense que c'est mon record. C'est une des plus grosses images que j'ai jamais importées sur Wikidata. Donc, la proto-étoile L1527, on pourrait l'appeler le sablier du temps. Quelque chose du genre. Alors, si je clique dessus, on m'offre même pas de l'ouvrir tellement qu'elle est grosse. Alors, je vais cliquer dessus, mais si mon zoom coupe, vous aurez compris que c'est parce que j'en demandais trop. Non, c'est pas vrai, ça m'a pas coupé. Okay. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui est prêt ou prête à se lancer pour l'image ou qui nous a déjà mis en ligne une image? Je sais qu'hier, on me disait qu'il y avait Jean-Christophe qui avait mis 2 fichiers sur Commons. Ben oui, mais on en a eu 2 de plus depuis hier. Hein. Oui! Oui. Est-ce que tu nous partages ça? Moi, je suis curieux. Je n'ai pas été les voir. Je vous avoue que je n'ai pas été le plus assidu des instructeurs. Je ne suis pas allé voir. D'habitude, je vais voir rapidement ce que les apprenants font, mais pas là. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est le tableau de bord de la journée d'hier. D'ailleurs, je vous inviterai, on va en revenir, mais c'est les fichiers qui ont été téléversés sur Wikimedia depuis hier soir. Donc, Jean-Christophe en avait publié 2, puis on a eu Carla Etienne qui a publié une image, et nous avons Mélanie Carpentier qui a publié une image aussi. Hey, tu pourrais peut-être le mettre sur son élément Wikidata, comme ça va apparaître sur la fiche Wikipédia pour Carla Etienne. Si tu reviens, tu l'as fait? Non, je vais le faire tout de suite. Mais je peux cliquer dessus direct. Ben oui, c'est ça. Tu vas chercher l'image ou enfin, peu importe, je vais te laisser faire. Là, tu commences à être assez habitué quand même. Je ne vais pas te piloter à distance comme j'ai eu tendance à faire des fois. Ou je peux y aller, c'est à ta guise, Véronique. J'y vais tout de suite. OK. Sinon, est-ce que vous avez d'autres interventions? J'ai vu que Mélanie aussi avait importé une image. Merci, c'est cool. Bravo. Donc, c'est des belles images de qualité, en plus, que vous avez importées. Vous devriez voir des fois sur Commons. J'aurais des anecdotes à vous raconter, mais je vais me garder une petite chaîne. Je vais arrêter de remplir le silence. On a une question importante de Mélanie. Est-ce qu'il y a une dimension recommandée pour les images? Peut-on mettre une attention particulière dans le titrage des fichiers? 2 bonnes questions. Ah oui. Oui. Donc, ce qui anime en général les contributrices et contributeurs au wiki public, c'est mieux vaut quelque chose que rien. Maintenant, donc, je n'ai pas vu de limite pour la taille des images jusqu'ici, mais c'est sûr que c'est plus fun quand on a des images de bonne résolution. Mais si vous n'y avez pas accès, vous pouvez mettre des images de moindre résolution. C'est une solution qu'on a offert aussi à certains photographes. Parce qu'il y a des photographes qui disent, regarde, je gagne ma vie en prenant des images. Si je commence à les mettre sous licence libre, il n'y a plus personne qui va me payer pour mon travail. Donc, on comprend parfaitement qu'ils ne veulent pas perdre leur gagne-pain. Alors, une alternative qu'on leur offre, c'est de mettre en ligne des images de moindre résolution de leurs travaux. Et éventuellement, ça va augmenter leur visibilité, leur découvrabilité. Puis s'il y a des gens qui veulent faire affaire avec ces photographes-là ou avoir des images de meilleure qualité, elles vont trouver le moyen d'entrer en contact avec eux. Je ne sais pas à quel point cette solution-là a intéressé ou pas des personnes. C'est une avenue que j'ai moins explorée. Quant au titre, ça aussi, c'est relativement important de bien choisir son titre.
Parce que souvent, par exemple, quand vous allez mettre en ligne une image, ça va être le nom par défaut du fichier. Et si c'est une image prise par un téléphone, par exemple, ben, vous allez avoir un numéro avec, ça va être un titre très abscon. Anyway, alors, ça vaut la peine de prendre le temps de nommer l'image. Des fois, vous allez avoir des homonymes, alors vous avez juste à rajouter un 01 ou 02 au bout de l'image, là, comme pour numéroter. Ou, admettons, je sais pas, moi, j'ai une image de Céline Dion. C'est sûr qu'il doit y avoir une image au nom de Céline Dion sur Wikimedia Commons, mais je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas de nom d'image qui s'appelle Céline Dion au Centre Bell le 22 novembre 2017. Non, je sais pas, quand vous mettez la date comme ça et le lieu, vous êtes pas mal sûr d'avoir un nom unique. Très bonne question. Puis pour rallonger un petit peu ce que Simon nous présente, il y a deux choses au niveau de la taille de l'image, c'est que comme on abandonne les droits, okay, donc quand vous les mettez en Wikicommons, ça tombe dans le domaine public, et souvent l'angoisse existentielle que l'on vit ou que le photographe vit, c'est la réutilisation de l'image. Et il y a un moyen de circonscrire la réutilisation de l'image au moins aux écrans et ne pas forcément permettre que ce soit utilisé sur une grande affiche, etc. C'est de publier une image en petite résolution. Donc, elle peut bien avoir 1500 par 2000 pixels si vous voulez, mais si elle est en 72 dpi, elle ne sera utilisable et visible dans sa meilleure qualité que sur les écrans d'ordinateur. Donc, déjà, ça limite considérablement entre guillemets, la réutilisation sans pour autant en empêcher la réutilisation. Donc ça, c'est un moyen de contrôler la qualité de l'image pour contrôler les outputs, en fait, les réutilisations possibles. Et pour revenir sur la notion du titre, le titre aujourd'hui, c'est sûr que c'est quelque chose de fondamental pour être capable de les retrouver. Mais aujourd'hui, quand vous faites de upload dans Wikicommons, vous avez toute une petite batterie d'outils pour y attacher des mots-clés et des métadonnées. Et ça, c'est un élément, c'est des champs que je vous invite considérablement à utiliser. Parce que Wikicommons est en train de faire un énorme travail de métadonnées sur l'ensemble des images pour pouvoir en permettre la réutilisation, de pouvoir en permettre de les retrouver, mais pas seulement par leur titre, mais aussi parce qu'elles disent, parce qu'elles montrent, par les couleurs, par même les sentiments, les émotions. Donc, moi, je vous invite très fortement à utiliser ces champs métadonnées qui sont associés aux images Wikicommons, parce que c'est exactement par rapport à ces éléments-là que les moteurs d'indexation et de référencement vont puiser avec priorité dans ces bases de connaissances, dans ces bases médias-là, parce que c'est des fichiers qui sont particulièrement bien décrits. Donc, si on veut bénéficier de cette vague-là, utilisez les champs métadonnées. C'est très, très, très important. Puis, Alizé est vraiment, vraiment dans le champ naturel, mais il vous dirige très, très bien quand vous faites du upload. Donc, ça, c'est les deux choses sur lesquelles vraiment je vous invite à apporter un petit peu de temps. Nous avons mis dans la boîte à outils un fichier modèle dans Wikimedia Commons de la production singulière et vous allez pouvoir y voir comment il est possible dans Wikimedia Commons aussi de bien documenter les rôles des personnes clés associées à la production qui est représentée sur la photo. Donc, on peut y lister tous les concepteurs. On peut aussi préciser les interprètes que l'on voit sur la photo. Et je fais, puisque le partage d'écran est disponible, je vais faire une brève démonstration pour vous montrer à quel point c'est quand même assez puissant. Si je vais voir donc ce fichier singulière ici, donc on a une légende. Excusez-moi, je vais basculer vers le français. Et donc, on a une légende qui est généralement relativement courte, mais ensuite une description qui est beaucoup plus longue dans laquelle on peut citer tous les concepteurs. Mais si on va voir du côté des données structurées, on peut préciser que les interprètes, d'abord que l'élément décrit la production singulière, qu'on peut aller voir ici et qui est détaillé au complet, mais on peut préciser directement par rapport à cette photo-là qu'on voit sur la photo les interprètes Frédéric Pradette, Sophie Thibault. Et ça ici, tout ça, c'est cliquable. On peut cliquer sur ces éléments-là et à partir de l'élément, je vais voir celui de Sophie Thibault, et là, on peut retrouver des informations dont l'identifiant
Union des artistes et ça nous envoie sur le profil de l'artiste. Donc, quand il vient le temps de mettre des photos de production, souvent la principale crainte qu'on a en tant que compagnie de théâtre ou de danse, c'est qu'est-ce que je fais avec, le consentement puis l'attribution des rôles sur la photo. Moi, dans mon contrat, puis dans la convention collective avec UDA, c'est précisé que si on partage des photos, il faut qu'on précise tout le temps le nom des interprètes. Wikimedia Commons répond à cette exigence-là. Donc, moi, je vous encourage fortement à explorer davantage cette possibilité-là parce que c'est vraiment un outil de découvrabilité incroyable pour vous. Et je tiens à préciser, là, même si c'est sous une licence libre d'utilisation, le droit d'auteur du photographe est préservé. Donc, le photographe ne sacrifie pas son droit d'auteur, ça demande encore à lui, mais on précise que certaines utilisations de l'image sont possibles et le choix de la licence va dicter donc quelles utilisations sont possibles et quelles conditions, dont l'attribution qui va en faire partie. Donc, en termes des exigences des interprètes et des concepteurs, Wikimedia Commons répond d'emblée grâce à ces licences, à ces impératifs-là, du moment que les rôles sont bien documentés dans les données structurées de l'image et dans l'élément Wikidata qui est associé. Qu'est-ce que ça vous dit, là, vous, comme personnel de compagnie de danse? Est-ce que l'idée de mettre une photo de production dans Wikimedia Commons, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous tente un peu? Là, c'est le temps d'activer votre micro pour prendre la parole. Moi, j'avoue que ça me fait un peu peur, mais je me pose des questions plutôt sur comment intégrer ça peut-être dans les ententes qu'on fait signer avec les photographes, avec les interprètes aussi, d'une certaine manière, là, parce qu'il y a toujours quelques lignes sur ces éléments-là, de nommer chaque personne qui apparaît sur les documents. Donc, peut-être d'intégrer ça dans nos ententes, ce serait une bonne idée, c'est d'expliquer que le droit d'auteur appartient toujours au photographe, même si c'est sur Wikicommons, c'est ça. OK. Écoutez, j'ai déjà commencé à produire ce genre de contenu-là en anglais. Il va falloir que je fasse un travail de traduction, mais toutes les présentations d'ateliers précédents, notamment sur les productions ou sur Wikimedia Commons, ce sont des documents vivants. On continue d'aller les bonifier dans le temps. Donc, lorsque vous y référerez dans un avenir prochain, j'aurai sans doute fait ce travail-là d'aller fournir des modèles de clauses contractuelles à mettre dans l'entente du photographe, ainsi que de la documentation à communiquer aux différentes parties prenantes pour leur expliquer le processus. Moi, j'aurais une autre petite question. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qu'on doit leur demander en amont? Est-ce que contractuellement, s'il y a rien d'indiqué dans les contrats ou quoi que ce soit, est-ce qu'on doit leur poser la question et leur demander leur consentement aux photographes, par exemple? En fait, si c'est prévu au contrat, si vous avez un contrat dans lequel il est prévu que les photos vont être partagées sous une licence Creative Commons, le consentement, il est contenu dans le contrat. Et le contrat pourrait être envoyé aux bénévoles de Wikimedia Commons comme pièce justificative du consentement. Vous pouvez aussi demander, si le consentement n'a pas été obtenu de façon préalable, vous pouvez demander un consentement rétroactif. Donc, vous contactez le photographe. Et d'ailleurs, vous avez des modèles de courriel dans la documentation sur Wikimedia Commons pour contacter le photographe et lui demander son consentement de manière rétroactive. Lorsque l'image est téléchargée dans Wikimedia Commons, à ce moment-là, le photographe va devoir écrire à Wikimedia Commons pour communiquer son consentement à l'écrit, mais ça se fait très, très bien. C'est ce qu'on a fait avec Singulière, puis ça s'est très bien déroulé. Donc, je te laisse continuer, Simon ou Véronique, avec la suite. Je voulais juste prendre du temps d'aborder ces questions-là avec vous parce que je me trouvais silencieux, puis c'est un enjeu qui peut être délicat finalement.
la mise à disposition d'images sous licence libre. Ça, puis il y a aussi une dimension qui est que lorsque c'est en amont de la production de l'événement, c'est d'être capable, avec le photographe, d'identifier des types de photos qu'il pourrait faire pour libérer et d'autres qu'il ferait sur lesquels il ne libérerait pas les droits, on va dire ça comme ça, que ce soit dans un plus contractuellement plus traditionnel, on va dire ça. Mais il est possible de lui demander de faire certains types de photos qu'il acceptera de libérer sans. Donc, il y a moyen d'organiser ce genre de choses-là dans la commande aussi. Et Jean-Christophe posait une question dans le chat. Il disait, j'ai téléchargé une image, j'ajoute des personnes. Qu'en est-il des qualifiers et de ces deux champs? Jean-Christophe, si tu veux peut-être éclaircir. Oui, c'est ça. Je suis dans l'Upload Wizard. J'ai mis une affiche pour un projet qui va sortir en mars, qui est Gravel Reworks, dans lequel je rajoute Frédéric Gravel comme chorégraphe, performeur, composeur et auteur. Et il y a une deuxième case à côté de la qualification. Est-ce que tu pourrais partager ton écran? Peut-être que ça me permettrait de... Partage d'écran. Partage d'écran. C'est comme un carré vert en bas dans les options de Zoom. Voilà. Juste que là, j'ai que des warnings sur ma page. Fait que je ne pense pas que je puisse aller sélectionner. J'ai que des points d'exclamation. Il n'y a rien qui me permet d'avancer. Portion d'écran. On va faire ça. Hein. Mais là, tu as partage d'écran dans la barre de Zoom en bas. Hein. Oui, mais il ne veut pas me... Il ne veut pas. Ah, OK. Des points d'exclamation. Diapositive, vidéo, non. Non, non. Fichier non plus. Basique. Non, c'est ça, il me donne des... Voilà. Peut-être ça serait... Normalement, il va partager votre écran. Voilà, et quand on offre le partage d'écran, il va vous offrir de sélectionner un des dossiers ouverts ou des onglets ouverts qu'il y a. Donc, si vous avez des dossiers d'ouverts, il va vous offrir de les partager. Tout ça, cherchez un lien vers le navigateur dans la boîte. Sauf que là, il va me faire un reset du coup. Non, c'est vraiment dans les préférences, en fait. Rester sur la page. Je vais faire une copie d'écran comme ça. Okay. Et puis là, il me dit d'accord, mais il faut que je quitter, réouvrir. Quitter, réouvrir. Non, c'est pas le rebond. Là, il me réouvre. Évidemment, normalement, il devrait me réouvrir la bonne page, mais peut-être que le contenu a disparu. OK, mais ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran, puis on va passer au travers les étapes de mise en ligne d'un fichier. Puis vous allez me dire c'est où l'étape précisément où ça bug. Okay. Alors là, je m'en vais ici dans « Importer un fichier ». Je vais aller sélectionner un fichier multimédia en espérant que je tombe sur... OK, c'est correct là-dessus. Là, il va me dire que ça existe déjà. Fait que je vais aller chercher... Non, ça, c'est un MP4. Ah, tiens, je ne sais même plus c'est qui cette personne. Mais Jean-Christophe, votre téléchargement, vous l'avez déjà complété, c'est ça? Donc, le fichier existe déjà dans Wikimedia Commons. Ah, s'il est complété, mais c'est parce que moi, je comprenais qu'il était dans l'assistant. Quand il est dans l'assistant, il n'est pas encore là. C'est ça, c'est que je suis passé à une autre page quand j'ai accepté l'image. Là, il me dit que quoi? C'est un duplicate, évidemment. Bon, voilà. Alors, OK, donc il existe. C'est quoi le nom du fichier? Je ne sais plus. Gravel, qu'est-ce que j'ai marqué? Zut. J'étais en train de la faire. Ah, j'ai fait une capture d'écran, donc je devrais l'avoir pas loin. C'est pas ça. Excusez-moi. Hein. Le nom du fichier, c'est Gravel _ parenthèse RE, fermez la parenthèse, works. Pas sûr. Non. Alors, attendez un peu. Alors, on dit que le nom du fichier, c'est Gravel _ Ensuite? Oui, ben c'est ça, je retourne. C'était voilà. Underscore, ouvrez la parenthèse, RE. Voilà. Rework Poster Bannière. Exactement, c'est ça. Voilà! Nous y sommes, hurrah! Ouh! Alors, ici, nous avons une description en anglais, une date de production, travail personnel, le nom de l'auteur, la personne qui a mis en ligne, on voit ici, là, ça l'indique que la personne qui a mis en ligne le 17 novembre à 19h10, heure du serveur. Il y a CoPhoto. Donc,
quel était le problème? Ben, j'étais sur une autre page que celle-ci, que je pourrais vous envoyer. En fait, je vais réessayer quand même tout de suite de partage. Ah ben non, on ne peut pas. Comment je fais pour l'envoyer ça? Je vous fais je vais vous envoyer par Zoom le fichier. Okay. Mais est-ce que c'était, regardez ici, là, on a l'option des données structurées ici. Est-ce que c'était, parce que vous avez parlé de qualifier, donc normalement, ça, c'est dans les métadonnées, exact. Merci, Véronique. Donc ici, qu'est-ce que ça illustre, l'image? C'est un spectacle qui s'en vient, c'est l'affiche pas du spectacle, mais c'est une captation vidéo de 4 C'est CK, Frédéric. OK. Donc, là, j'ai mis... j'imagine Vas-y. J'imagine que ça faisait intervenir l'entreprise DLD aussi. Oui. Alors, regardez, j'ai ajouté 2... Ah, OK, c'est peut-être ça ici, ajouter un qualificatif. Oui. Ça, c'est une très bonne... Il y a 2 champs qui apparaissent l'un à côté de l'autre. Donc là, mettons qu'on met chorégraphe. Oui, OK, je comprends. Je comprends ce que vous voulez faire. C'est peut-être Moi, ce que je vous recommande, Jean-Christophe, ce serait peut-être pas de documenter le chorégraphe et tout ça dans l'élément de la photo. Si vous voulez documenter le chorégraphe et tous les rôles, ça, c'est l'endroit pour le faire, c'est dans Wikidata. Cependant, si une image, on voit sur une image des interprètes en particulier, ben là, à ce moment-là, on peut dire que l'image dépeint ces interprètes-là. Mais moi, je n'irais pas tenter de documenter tous les rôles d'une production dans une photo. Non, mais là, je commence l'image. Hein. Fred Gravel, il est sur l'image à la gauche. Puis là, il y a David. On le voit, oui, tu as raison. Oui. On ne le reconnaît pas bien, mais il est là. Oui, mais je pense que Frédéric, ce qu'il dit, il a fondamentalement raison. C'est-à-dire que l'information structurée est mieux d'être mise sur Wikidata. Ceci dit, probablement que ce serait intéressant aussi d'ajouter ces détails-là sur Commons, mais ça, c'est quelque chose, du moins que moi, je maîtrise moins. C'est Véronique et Frédéric qui m'ont convaincu de m'y intéresser un petit peu. Fait qu'à dorénavant, je mets un petit peu de qualificatifs comme ça, mais je n'ai pas exploré plus loin. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a cette page-là ici qui décrit comment Commons gère les données structurées. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir, bon, ici, on le précise un peu, là, le nombre de fichiers impliqués et tout ça, ce que font les données structurées. Puis probablement qu'un peu plus bas, ils donnent les bases ici, puis ils doivent dire les qualificatifs, là, comment on les intègre. Parfait. Puis c'est vraiment c'est très simple, mais c'est très puissant. Je vais vous mettre le... Oui, excuse, vas-y, Bonnie. Non, puis vraiment, Wikidata fait une réelle offensive pour passer à travers le catalogue existant, pour y ajouter les métadonnées, pour lui donner une meilleure comptabilité. OK. Donc, moi, ce que je recommande, Jean-Christophe, c'est de créer un élément qui va décrire la production, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, et comme valeur de dépeint pour le fichier dans Wikimedia Commons, à ce moment-là, vous saisissez la production. Et ça va aller ensuite lier le fichier et la production. Et dans toute la partie de la page qu'on ne voit pas, là, avec toutes les métadonnées pour les robots qui indexent l'image, il y aura notamment l'information que l'image représente la production et avec la description Wikidata de la production, tout ça va être dans les données structurées de la page pour les robots d'indexation. Parfait. Donc, ça pourrait très, très facilement permettre à des gens qui recherchent de l'information sur votre production sur Google ou Bing d'avoir l'image qui apparaît dans les résultats. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à travers des métadonnées, donc sans site web, on est capable de favoriser la création de résultats enrichis. C'est-à-dire que ce que Google produit sur sa page de réponse, c'est un assemblage d'informations qui sont disséminées sur différentes plateformes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'univers Wikimedia, en fait, à travers simplement des données, donc sans site web, est capable de générer ça. Et donc, on s'entend que quand en plus on fait ça dans un environnement qui a le niveau de crédibilité qui lui est accordé par les moteurs de référencement, on arrive à un truc qui peut vraiment être très, très, très intéressant. Vraiment. Puis on rentre dans des dynamiques d'affichage qui, à mon avis, vont nous surprendre parce qu'on s'en va vers une espèce
de dématérialisation de l'écran aussi. Hein, et tout ça sont des données qui peuvent être ensuite remâchées et présentées sur des plateformes et sur des éléments de réponse complètement flyés. Donc, c'est vraiment très intéressant de le faire. Alors, nous continuons d'avancer dans cette formation. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Parce que sinon, le prof que je suis va se faire plaisir et vous amener en plein de territoires spéciaux de Wikidata ou ailleurs. Je vous aurais averti. Lancez-vous. Sinon, je vais vous partager mon écran. Voilà, je savais que Frédéric j'aurais juste un rappel. J'ai une diapo dans la boîte à outils. On n'a pas besoin d'aller dans le grand détail, mais une diapo sur les données, les informations corporatives. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais prenez le temps d'aller documenter le nom légal de la compagnie, son numéro d'entreprise du Québec, le numéro d'entreprise du Canada, s'il s'agit de la diapo 35. Donc, tout est expliqué là et je vous recommande de le faire. C'est important parce que ça va éventuellement rouvrir la porte à des cas de réutilisation de l'information pour des fins administratives, peut-être éventuellement avec l'Observatoire de la culture et des communications du Québec ou avec le Conseil des arts et des lettres. Donc, commençons à préparer le terrain en saisissant ces informations-là. Est-ce que parmi nous, il y aurait, je dirais, une compagnie, un organisme sur lequel on pourrait travailler ensemble ou enrichir? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou on laisse Simon nous amener sur Mars? Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant hier, c'est d'avoir l'espèce de liste de champs importants pour... Hier, on l'a fait pour les personnes, et aujourd'hui, ce serait pour les compagnies ou pour les projets. Oui. Ça serait Très bonne intervention. Véronique, est-ce qu'on l'a mis en ligne sur le projet Performing Arts? Oui. Alors, on va aller la chercher. Donc, wikidata.org. Pour chacun des projets thématiques, pour chacune des thématiques sur les wikis, il y a généralement un projet qui est rattaché. Sur Wikidata, on appelle ça les Wiki Projects. Puis, on peut les retrouver tant qu'on tape la chose, il va nous le proposer. Voilà. Donc, Wikidata, Wiki Project, art de la scène ici. On l'a mis dans le chat. Ah, merci. On a la structure de données qui est donnée ici. Donc, les différentes propriétés qu'on juge pertinentes. Alors, vous voyez qu'on a décrit un peu comment on s'en est inspiré. Si je m'en vais chercher le lien, OK, ça c'est le lien vers le Wiki Project. Si on va chercher les éléments pour les compagnies, alors, note sur les propriétés de personnes, ça c'était les propriétés de personnes qu'on vient de passer rapidement. Vous voyez ici, propriétés pour les organisations des arts de la scène. Donc, nature de l'élément, pays, nom officiel, organisation mère, division. Alors, on donne des exemples pour chacune des propriétés, parce que des fois, on peut avoir de la difficulté à cerner la nuance entre division ou partie de ou comprend. Division et comprend, ça peut des fois causer des petits soucis. Donc, on regarde les détails, fondés par, etc., etc. Vous retrouvez toutes ces informations-là sur le Wiki Project. Oui, Maria? Oui, j'ai une question. Par exemple, nous sommes un organisme qui s'appelle la Danse sur la route du Québec et travaille avec des artistes, des diffuseurs, mais on n'est pas... tous les matériaux, ce n'est pas notre propriété. Les photos ou les œuvres ne sont pas propriété à nous. Donc, normalement, on demande l'autorisation pour utiliser les photos soit pour notre site web, les réseaux sociaux, les infolettres. Dans ce cas, est-ce que Wikipédia, ça rentre comme un réseau social ou on doit les nommer comme tel, par exemple?
parce qu'on fait des posts quand on demande la permission et on fait les posts sur, par exemple, Facebook ou Instagram. Ça entre bien comme réseaux sociaux, mais dans le niveau de Wikipédia, est-ce qu'on pourrait le nommer comme ça ou non? C'est une très bonne question. Probablement que je vais laisser Véronique et Frédéric compléter la réponse parce qu'ils sont mieux calés que moi dans l'histoire. Alors, un peu comme on le disait tantôt, quand on met une image sous licence libre, ça rend la réutilisation du fichier beaucoup plus facile que le copyright typique. Alors, les gens qui produisent du matériel ou des œuvres de l'esprit ou des photos, en général, là, on considère toujours que le tout est sous copyright. Donc, à moins d'avoir une entente spécifique, un peu comme le décrivait tantôt Frédéric, c'est pas possible. Mais il n'y a rien qui vous empêche, vous, de prendre des images et de les mettre sous licence libre à propos de votre organisation. D'ailleurs, bon, j'ai retrouvé l'élément qui est dédié à la danse sur les routes du Québec. Alors, encore une fois, on peut ajouter quelques alias pour faciliter de retrouver, pour faciliter, retrouver, ouais, on va-tu réussir à le dire en français, mon affaire? Donc, voilà, j'ai ajouté quelques alias. Est-ce que vous avez la date de fondation, juste par curiosité, de la danse sur les routes? On ne vous entend plus, Maria, vous avez fermé votre micro. Merci. En fait, le 25 ans cette année, mais la date exacte, je sais pas parce il y a comme une longue histoire, mais les 25 ans, on a 25 cette année. 25 ans cette année? Mm-hmm. Donc, en 90... On pourra trouver une date exacte dans le registre des entreprises du Québec. En allant au registraire des entreprises, on fait une recherche avec le nom de l'organisme, on trouve exactement la date à laquelle l'organisme a été constitué en société. Parfois, ce n'est pas toujours la date de fondation. Parfois, un organisme peut exister de manière non officielle pendant longtemps avant d'être constitué en société. Mais sinon, ça peut être une très bonne source pour confirmer la date de constitution d'un organisme. Merci. Oui, parce qu'on était d'abord parti de RQD. Et après, ça a devenu... donc, ouais. Mais pour répondre à votre question, en Maria... 1997. Kepakoa est aussi une association comme la danse sur les routes et nous aussi, on a, comme le RQD aussi, on a tout le temps besoin d'images de nos membres et c'est compliqué parce qu'il faut tout le temps lancer des appels parce qu'on a besoin d'images pour illustrer nos billets de blog et tout ou encore dans nos médias sociaux. Lorsque l'image est sur Wikimedia Commons avec une licence CC attribution, à ce moment-là, on peut les réutiliser facilement. Je vous montre un exemple. Dans ce cas-ci, il s'agissait donc d'une photo de l'aspect du Haut-Richelieu qu'on a mis dans un billet en guise d'image principale du billet. Et vous voyez qu'on a mis ici une légende qui décrit l'image. Donc, Spectre du Haut-Richelieu est là, nos membres qui a publié une de leurs photos sous licence libre. Et ensuite, la mention de source exacte de Wikimedia Commons. Et on a même utilisé un petit plugin qui va mettre le lien vers l'image, le fichier exact sur Wikimedia Commons. Et oh mon Dieu, ça a été supprimé. Non. Ah, ben, c'est une belle occasion, Frédéric, d'aller montrer un peu les coulisses de la chose. On va aller voir. Non, ramène-nous sur la page, Frédéric. Ah là là. Donc, la page de l'image supprimée, OK. Oui, ben, je pense que ça vaut la peine. Tant qu'à y être, des fois, il faut montrer les coulisses. Mais ce qui est certain, c'est que sur Commons, vous avez des personnes extrêmement pointilleuses sur le droit d'auteur. Moi, je vous l'ai dit, ma formation est plus scientifique, physique, donc le droit, tout comme les arts, ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé. Je dirais que le droit, encore moins que les arts.
Mais depuis que je contribue à Commons, j'ai progressé beaucoup sur la connaissance du droit. Donc, tu veux-tu nous repartager ton écran, Frédéric? On va aller voir qu'est-ce qui a été argumenté. Sinon, on a le lien de la page dans le chat. Ah, donc, OK. Vas-y, montre-nous à partir de ça ce qu'il y a à savoir, parce que moi, je veux comprendre, là, parce qu'on avait demandé au photographe, le photographe avait envoyé sa déclaration de consentement. On avait tout fait ça dans les règles de l'art. Oui, bon, je pense que tu es simplement tombé dans une craque. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ça dit « No permission since le 12 août ». Et comme de fait, 8 jours plus tard, ils l'ont supprimé. Alors, soit le photographe n'a pas envoyé le consentement, soit le bénévole qui aurait reçu le consentement l'a maltraité ou a oublié de le traiter, ou etc. Donc, est-ce que tu avais une preuve que le photographe avait envoyé le consentement? Ben, je vais faire un suivi là-dessus. C'était pas moi qui avait géré ces communications-là avec l'ASPEC, c'était Desage, donc je vais voir avec elle, mais on avait effectivement fourni au photographe le formulaire le formulaire à envoyer. Avec le lien et tout. On nous avait indiqué que ça avait été envoyé. Moi, j'avais mis la balise Permission Spending. Et l'image ne contenait aucune contrainte au niveau du droit à l'image, puisque les artistes sont loin, on les voit très, très peu. Quant aux spectateurs, ils sont tous de dos, donc il n'y avait aucune contrainte qui aurait pu... Oui. De toute façon, ce n'est pas souligné, là. Ce qui est vraiment dit dans le résumé de modification, c'est ce que j'ai souligné ici. No permission since 12 auguste 2022. Donc, la personne ne s'est pas posé plus de questions que ça. Quand il a vu OTRS Spending puis qu'il n'y avait pas de ticket OTRS d'enregistrer. Mais moi, ça m'est arrivé ça aussi, parce qu'on était justement tombé dans une craque comme ça, qu'il y a un bénévole où l'équipe avait manqué le courriel. Alors, ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que Commons, dès que ce n'est pas vous l'auteur de l'image, c'est un chemin parfois laborieux pour intégrer l'image sur la banque de données. Peut-être que ça s'améliorera, mais je vous dirais que depuis maintenant 2007 que je contribue à Commons, donc ça fait 15 ans. Je n'ai pas trouvé de solution facile à date pour intégrer des images de photographes. Et ce n'est pas faute d'avoir fait des approches et des démarches. Une autre solution auquel on a réfléchi, les Wikimédiens, puis qui est peut-être la plus facile, c'est de faire une portion, si vous avez un site web corporatif, faites une page de ce site web-là, une sous-page de votre site web, dans laquelle vous mettez les images que vous savez que vous avez le consentement qu'elles sont sous licence libre, et précisez sur cette page-là que les images sont sous licence libre. Comme ça, les commonistes vont pouvoir aller les chercher puis les uploader sur Wikimedia Commons en mettant un lien vers votre sous-page en disant que c'est précisé par l'éditeur qu'elles sont sous licence libre. C'est comme un transfert de responsabilité, si vous voulez. Quand on contribue au wiki de la Wikimedia Foundation, on ne doit jamais mettre la responsabilité sur le site, la responsabilité de l'autorité de l'affirmation, la responsabilité des droits d'auteur. La responsabilité doit toujours être externalisée. C'est pour ça qu'on demande des sources sur Wikidata, parce qu'il n'y a personne sur le site qui est qualifié pour évaluer l'information. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils insèrent de l'information qui est donnée ailleurs. C'est pour ça que des fois, les gens ont tendance, surtout dans le domaine de l'éducation, moi je le vois, les gens ils disent « Ouais, mais tu as Wikipédia, pourquoi on aurait besoin d'un site externe? » Ben, parce que Wikipédia dépend des sites externes. Tu coupes les sites externes, tu n'as plus de source, tu n'en as plus de Wikipédia. La seule chose qui nous permet de vérifier la validité de l'information, c'est des sources externes, c'est les autorités externes. Pas d'autorité externe, pas de validation de l'information. Pas de validation de l'information, c'est le chiard. Et là, donc, oui, vas-y. Tu pointes quelque chose de super important, puis tu viens de me faire allumer sur quelque chose. C'est que Wikimedia Commons
quand tu vas pour uploader un fichier, il te demande si l'image est déjà présente sur Flickr. Parce que quand l'image est sur Flickr, il ne questionne pas les droits. Donc, juste une petite précision, oui. Véronique. Flickr autorise la licence libre. Certaines licences libres qui sont compatibles avec Commons. Oui. Donc, si tu dis qu'elle est présente sur Flickr et que tu mets le lien, après ça, les bénévoles, ils peuvent aller cliquer sur le lien de l'image et voir si elle est sous licence libre. Si elle est sous licence libre, pas de problème. Mais si elle est sous copyright, ils vont la supprimer. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que, à ma connaissance, les ponts qui sont entre Flickr et Commons facilitent l'évaluation que tu pointes en ce moment en disant indiquez-le ailleurs que c'est en licence libre, etc. Donc, et d'ailleurs, cette entente, entre guillemets, là, cette reconnaissance entre Flickr et Wikicommons a réanimé un peu la communauté Flickr qui avait été très en vue pendant longtemps et qui a complètement disparu du radar. Et aujourd'hui, en fait, Flickr réapparaît comme étant un endroit qui permet de pacifier la relation avec Wikicommons et de mettre en ligne des images et de pouvoir ensuite les linker dans Wikicommons avec plus de facilité. Alors là, c'est un lien qu'on peut faire avec la solution que je proposais. Au lieu de créer une sous-page sur votre site web avec des images, créez-vous un compte Flickr et sélectionnez quelques images où vous précisez sous licence libre. Puis après ça, un peu comme Véronique l'a dit, là, il y a des outils qui permettent de faire automatiquement importer les images de Flickr vers Commons. C'est ça, parce que si je ne me trompe, quand tu arrives sur Wikicommons, que tu uploads un fichier, c'est la première question qu'il te propose, si je ne me trompe pas. S'il ne l'offre pas maintenant, ça l'a été pendant un bout de temps, je me rappelle, oui, l'option était assez visible. Fait que oui, probablement que tu as raison, Véronique. Là, le chemin le plus facile serait d'avoir un compte Flickr dans lequel on désigne la licence libre. C'est la première chose. Sur le oui, excuse, Jean-Christophe, un peu. Jean-Christophe voulait dire quelque chose? Vas-y. Oui, Flickr a changé ses conditions d'utilisation il y a un peu moins d'1 an. Et là, ils sont en train d'élaguer tous les gens qui dépassent la limite. Donc, il y a un certain nombre d'images qui vont disparaître. Ça fait partie des aléas aussi des sources. Mais effectivement, on en est à la 3e vague de Flickr. Ils ont disparu avec Instagram, finalement. Puis là, ils ont essayé de revenir avec des offres et des choses. Puis là, ils ont une offre payante qui est assez contraignante. Mais il y a toujours la possibilité de télécharger autant d'images qu'on veut si elles sont libres de droit. Alors, il y a là. Ça fait ça. Et c'est la première chose, sur le premier écran, sur le wizard, là, pour uploader, c'est Select the media files to share or share image from Flickr. Donc, on peut les chercher directement. Donc, ça pourrait être intéressant de faire le test. Bon, normalement, quand j'ai un groupe sage comme ça en salle de classe, je lance des anecdotes ou une provocation pour qu'il y ait quelque chose. Mais ils sont rendus pas mal disciplinés, nos étudiants de 2022. Hein? Ils ont eu 2 ans de COVID derrière le masque. Là. Puis là, tu essaies de les faire réagir. Puis poker face, c'est dur. C'est vrai, là. Si on n'a pas déjà votre nom d'utilisateur, n'oubliez pas de le partager avec nous dans le clavardoir pour qu'on puisse faire le suivi de vos contributions. Ceux qui nous les avaient déjà donnés lors de l'inscription, je les ai rentrés. Puis d'ailleurs, je vais vous partager le lien. Ça vous permet de voir un petit peu votre activité de la presque dernière heure passée. Hein, c'est un petit dashboard en fait qui est fonctionnel pendant toute la période de l'atelier, donc qui permet de voir un petit peu quelles sont les actions que chacun d'entre vous ont posées. J'avais 5 rédacteurs, donc j'avais simplement 5 titres de compte utilisateur. Si certains d'entre vous ne me les ont pas donnés, ça serait rigolo de le faire. Donc, vous voyez, pour les 5 rédacteurs présents inscrits aujourd'hui, on a 13 éléments modifiés, 1 élément créé, 87 modifications. Des références ajoutées, on en a à peu près 14. Donc, c'est intéressant. Puis, juste pour vous montrer, histoire de ne pas créer de compétition, mais de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé hier. Ça, c'est le résultat de la session d'hier. Pardon, donc on doit créer un numéro d'utilisateur pour entrer à faire notre apportation à Wiki. C'est préférable.
C'est préférable. C'est préférable parce que si Oui. vous ne le faites pas, vous allez faire des contributions qu'on dit sous IP. Ça veut dire que certaines informations de connexion vont être enregistrées dans l'historique de la page. Je vais vous montrer un exemple. Je pense que ça vaut la peine là-dessus de vous montrer. Donc, quand on va voir un fichier quelconque, admettons qu'on va sur Wikidata, on va cliquer sur éléments au hasard. Alors là, on est tombé sur une page de catégorie. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Ah, voilà. Ah, une super étoile. Super. Donc, quand on va voir dans l'historique, vous voyez qu'il y a des noms utilisateurs. Et une fois de temps à autre, vous allez avoir des adresses IP. Donc, peut-être moins sur Wikidata que sur Wikipédia en français. Donc, au pire, je vous amène sur Wikipédia en français pour le voir. Ouais. C'est ça qu'on va faire. Alors, admettons qu'on s'en va voir le nom d'un grand ou d'une grande danseuse, là, être dans la thématique. Là. Louise Le Cavalier, Marie Chouinard. Merci beaucoup. Alors, allons voir Louise Le Cavalier. Donc, nous sommes sur Wikipédia en français. Nous avons l'image de Louise et l'infobox de Louise Le Cavalier. Alors, si vous regardez ici, vous avez tout ce qui est écrit bot dans l'historique, c'est des programmes qui importent automatiquement des informations. Alors, ce qu'on voit ici, quand vous voyez des chiffres comme ça ici, ça, c'est des IP, IPv6, là. Donc, ça, c'est moins connu comme type d'adresse IP. Mais regardez ici, ça, probablement que vous connaissez un petit peu plus la forme de ces adresses IP-là. Donc, quand on n'est pas connecté à un compte utilisatrice ou utilisateur, cette adresse IP-là est enregistrée dans l'historique. Et quand on clique là-dessus, bien, après ça, on peut aller cliquer sur Who Is. Et en cliquant là-dessus, bien, là, on voit que c'est Bell Canada, la personne là, qui fait affaire avec Bell Canada. On dit qu'elle viendrait de Saguenay ou de Québec. Je vous confirme que ce n'est pas moi qui ai contribué sur Louise Le Cavalier le 16 octobre 2018 à 23h48. Et regardez, il y a toutes sortes de sites comme ça ici qui nous permettent d'aller chercher de l'information sur la connexion. Donc, c'est pour ça que quand vous créez un compte utilisateur, ces informations-là ne sont pas disponibles. Elles ne sont pas mises à l'intérieur de l'historique de l'article. Alors oui, c'est pour ça qu'on vous invite à créer un compte pour protéger vos informations. Et souvent aussi, quand vous créez un compte utilisateur, on vous conseille de ne pas utiliser votre vrai nom, mais un pseudonyme. Parce que, encore une fois, gérer l'identité numérique dans un wiki public, c'est pas toujours évident parce que tout ce que vous allez y faire va être ouvert, va être accessible par n'importe qui. Par exemple, moi, quand je fais contribuer mes étudiants en classe, je leur interdis formellement de créer un compte utilisateur à leur nom parce que ça pourrait être utilisé par des personnes malveillantes pour essayer de les retracer, pour essayer de les aborder. Donc, moi, il faut que je m'assure que l'environnement d'apprentissage est sécuritaire. Donc, pour ça, je leur demande d'utiliser des pseudonymes. Et pas genre Bob 98, là, parce que là, on sait que c'est Robert qui est né en 1998. Là. Donc, des affaires de genre. Voilà. On a un beau concours sur Wikimedia Commons. J'avais l'intention de vous en parler parce que le vote est en cours. C'est du 14 au 28 novembre. Alors, c'est pour l'image de l'année ou Picture of the Year 2021. On a fait une sélection ici pour vous montrer quelques-unes des images qui ont été importées au cours de l'année 2021 et sur lesquelles la communauté est invitée à voter. Alors, qui sait, peut-être que vous y prendrez goût et vous gagnerez un jour un prix d'une image de l'année ou d'une image de qualité. Il y a toutes sortes comme ça ici, là, de prix qui peuvent être accordés par la communauté. Comme celle-là, elle est déjà désignée comme image de qualité ici. C'est ce qu'indique l'étoile en haut à droite de l'image. Donc, on précise, ceci est une image, pas de qualité, mais une image remarquable sur Wikimedia Commons. Après ça, on vous décrit c'est quoi une image remarquable et est considérée comme une de nos meilleures images. Donc, il y a des catégories qui les recensent dans l'ensemble, ces images-là. Sinon, un côté
si vous avez un côté plus statisticien ou statisticienne, ce que vous pouvez faire, c'est quelques statistiques sur le contenu de Wikidata correspondant au sujet qui vous intéresse ou qui vous touche. Ici, par exemple, moi, bon, ça, c'est plus... c'est du code, là, c'est un petit peu plus repoussant. Mais l'important, c'est les résultats ici. Comme par exemple, moi, je voulais voir là, combien d'hommes et de femmes le RQD avait dans ses membres. Et on voit que sur les 550, 570 êtres humains, il y en a seulement 115 dont le sexe est précisé ici. Alors, on peut regarder que dans ces 115 personnes-là, ben, on en a un petit peu plus que la moitié ici. En fait, on pourrait même dire le 2 tiers que c'est des femmes et le tiers restant que c'est des hommes. Donc, il y a moyen de quantifier ces choses-là, entre autres. Puis ça, c'est un des critères que j'ai pris, mais on pourrait prendre qui habite dans la grande région de Montréal, qui habite dans l'Est du Québec, qui est né, à quelle date, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher sur les organismes comme ça, sur plein de sujets. Pour les longues soirées d'hiver, la liste des membres qui peut être enrichie sans limite. Oui, les longues soirées d'hiver, je ne sais pas pour vous à Montréal, mais ici, ça tombe encore. Mais vous en avez eu plus que nous hier. Il paraît que c'était intense. Oui, ça a pas mal fondu. Mais, oui? Oui, ils annoncent un peu de gel au sol cette nuit, mais ça a quand même pas mal fondu. OK. Mais nous, ça ne fond plus. Arrête plus. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on arrive vers la fin de notre atelier. Il nous reste un petit 5 minutes. Alors... juste pour faire suite à ton dernier point là, sur faire une recherche sur le féminin masculin, est-ce que Wikidata s'est mis à jour avec les nouveaux besoins d'être non-binaires? Oui. 100%. La réponse est oui et non. C'est-à-dire que tous les éléments dédiés à ça, intersexes, il y en a tellement. Regardez, on va aller voir ça. Quand vous cliquez dans le genre, vous avez toute la liste. Oui, hein, c'est ça qu'on va aller regarder ça. Donc, si on clique sur, on s'en va sur Wikidata, on s'en va sur la propriété genre, pas genre grammatical, mais sexe ou genre. Alors, féminin, intersexué, femme transgenre, homme transgenre, non-binaire, bon, pour les animaux, là, ça, c'est les détails. Vous allez sur la page de discussion et là, on vous donne toutes sortes de statistiques. Valeurs autorisées. Regardez ici, gender queer, gender fluide, neutre. Neutre? Qu'est-ce que neutre? Identité, oui, je veux bien non-binaire, mais c'est quoi un neutre? Est-ce que c'est juste parce que je suis chicoutimienne que je ne connais pas les neutres? Neutre. Neutre. Eh bien. Ni féminin, ni masculin, ni entre les deux. Eh bien. Ah, on en apprend des choses. Gender determined by the player. Ah oui, ça, des fois, quand tu t'amuses à changer de genre dans un jeu en ligne. Takatapui. What is Takatapui? C'est maori à part de ça. Partenaire dévoué du même sexe. Qui est gay, lesbienne, bisexuelle ou transgenre, mais interprété en terminologie occidentale. Et là qu'on en apprend des choses. Alors, comme vous voyez, la réponse est oui, il y a beaucoup d'éléments, mais il y a très peu de personnes qui sont classifiées masculin ou hors féminin, masculin, non-binaire, finalement. Il y a cependant à peu près 20% des éléments humains qui n'ont pas de sexe sur Wikidata. Alors, c'est quand même une proportion qui peut impressionner, surtout que quand on lit les articles sur Wikipédia, par exemple, c'est systématiquement mentionné quasiment dans la première phrase pour tous les articles. Mais sur Wikidata, ce n'est pas une information qui est systématiquement présente.
Et ce qui m'avait interpellée, c'est que hier, pour la session des artistes, il me semblait qu'on pouvait mettre pour le sexe, qu'on présumait que c'était du sexe masculin ou féminin par rapport au nom ou prénom. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça, comment dire, lorsqu'on remplit sa propre fiche, on peut être en mesure de maîtriser cette information. Par contre, lorsque c'est quelqu'un qui le fait à notre place ou qu'on le complète, je pense que c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que c'est quand même une catégorie qu'on doit laisser la place à la personne de choisir. On ne peut pas présumer du sexe de quelqu'un puisque justement, avec tous ces enjeux et ces questions d'identité, en tout cas, je trouve que ça m'avait interpellé moi. L'intérêt de la propriété genre dans Wikidata, c'est qu'elle va, au lieu d'afficher, par exemple, des valeurs tout le temps sous leur forme masculine, comme danseur, acteur, bien si la personne est une personne de genre féminine, eh bien la valeur va s'afficher comme danseuse plutôt que danseur. Donc, lorsqu'on est sur la page, encore là, je veux dire, on peut interpréter l'information, mais si on veut créer automatiquement de l'information, créer des listes à partir de Wikidata et qu'on veut que le libellé de l'occupation, par exemple, soit du bon genre, ben là, c'est pertinent. Effectivement. Je pense qu'il y a deux côtés de facettes, mais c'est une fois qu'on a l'information et dont on est assez certain, ça permet effectivement de faire cette classification qui est importante. Mais je retiens ce que tu as dit un peu plus tôt quand tu disais, ben, si on ne le fait pas nous-mêmes, d'autres le feront pour nous. D'où l'importance de le faire soi-même. Oui, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que comme d'habitude, Wikidata, c'est un wiki. Donc, il ne faut pas non plus en faire un drame. Là. Regardez ici ce que j'avais fait le 3 novembre 2018, au lendemain de la disque, où j'apprenais l'existence de Hubert Lenoir. Alors, j'avais mis sexe, genre, valeur inconnue ici. Alors, manifestement, ça n'a pas plu à tout le monde. Je peux comprendre aussi. Ce n'est pas nécessairement la place pour faire de l'humour sur Wikidata. Mais bref, par la suite, ça a été ajusté à masculin avec une référence. Il faut dire que je ne suis pas sûr non plus qu'il s'identifie entièrement masculin. Il faudrait voir. Là. Mais encore une fois, tu mets des références et tout. Puis si à un moment donné, la personne a dit non, c'est correct. Là. Il y a l'histoire d'Elliot Page qui a joué aussi. C'est comment Elliot Page? Je vais voir. On a déjà dépassé d'1 minute notre fin. On va essayer de closer sur quelque chose d'un peu plus léger. La neige qui tombe dehors. Alors, bon pelletage, tout le monde. N'hésitez pas à nous recontacter, à vous donner vos commentaires. Donc, si la formation, s'il y avait des choses que, selon vous, qui manquaient, ou les choses plus intéressantes ou moins intéressantes, là, on est toujours preneur de vos commentaires, même si vous ne payez pas le cognac. Et il y aura un service après-vente, même si c'est gratuit. Donc, là, on vous encourage à continuer à pratiquer. Maria, tout à l'heure, n'avait pas créé son compte, donc j'imagine que Maria n'a pas encore fait beaucoup de contributions. Mais lancez-vous. Et si vous avez des questions, si vous bloquez sur quelque chose, écrivez-nous par le biais d'Aurélie et puis on va vous fournir toutes les réponses à vos questions. Oui, exactement. On fera un suivi aussi au niveau de nos communications pour repartager aussi les toolbox et puis le retour sur toutes ces sessions qu'on a créées avec vous. On va le partager aussi à la communauté. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous. Au plaisir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bye.